Salam alaikum az-Zulfilaoun, bonsoir. Le journal Al-Khabar a publié un article faisant état que les services de sécurité intérieure israéliens, Shabak, contrôlent la sécurité des Émirats arabes unis par le biais des conseillers en sécurité et dans divers secteurs sensibles. Ce qui constitue en lui-même, d'après le journal Khabar, un danger pour la sécurité des pays arabes et des intérêts des peuples de toute la région. Rappelons-nous des titres apparus dans l'Expression et Al-Khabar écrivant simultanément des articles faisant état d'une réunion entre les services secrets français et marocains avec le Mossad israélien pour envisager et élaborer un plan de déstabilisation de l'Algérie, avec la précision que seuls 4 wilayas étaient ciblés: Alger, Oran, Tizi Ouzou et Bdjaïa. Pourquoi donc ces attaques répétitives dans la presse algérienne contre les Émirats? Peut-on faire de la diplomatie à travers des articles de presse? Sommes-nous dans une logique d'une diplomatie de règlement de compte d'un clan contre un autre? Ça veut dire que l'Algérie n'obéit plus à une diplomatie qui sert les intérêts de notre pays, mais les intérêts d'un clan contre un autre clan. Ces propos de journalistes qui travaillent sous pression permanente, mais qui, hélas, s'adonnent à des dérives graves, se font hélas les auxiliaires d'un pouvoir incapable de répondre aux aspirations du peuple. Ces pratiques sont à l'opposé de ce que devrait être le journalisme dans notre pays. Il est attendu que d'autres journaux se mettent de la partie dans les prochains jours, sans compter les télévisions qui risquent d'inonder leurs grilles afin d'assurer le service après-vente de la source sûre. Ces informations, ni sourcées ni documentées, sont répandues pour faire croire aux Algériens que notre pays serait en grand danger et fait l'objet d'une action de déstabilisation avérée. Le silence des autorités et des services de sécurité est édifiant. À quel objectif répond l'autorisation de publier ce genre d'informations? En quoi sert-il l'intérêt de notre pays? Si l'information s'avère juste, est-ce que l'Algérie rompt ses relations avec les Émirats? Ces informations censées relever du secret défense sont mises en toute responsabilité sur la place publique. Sommes-nous commandés autant que peuple et pays à accepter la médiocrité, la destruction de notre pays, de sa cohésion nationale et de l'infantilisation de la société, chaque fois qu'il y a volonté populaire de rompre avec un système politique qui a bridé l'Algérie depuis 1962. Cet état de fait risque de faire perdre le peu de crédibilité qui reste à ce pouvoir et entame définitivement l'image de l'Algérie nouvelle. La déliquescence de la diplomatie algérienne, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'accueillir dans cette émission Hamid Lellou, directeur de Run for Democracy en Algérie. Il sera avec nous depuis Washington. On aura aussi le plaisir d'accueillir Lias Jubaili, ingénieur en économie, mais aussi militant politique. Il sera avec nous depuis Paris via Skype. On aura aussi le plaisir d'accueillir Riyad Ouarab, militant politique, il sera avec nous via Skype aussi depuis Paris. On va commencer avec Hamid Lellou, je pense qu'il est avec nous depuis Washington. Hamid Lellou, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Merci à vous, monsieur Nasser, et bienvenue à vos invités. Barakallahu fik, merci beaucoup. Vous avez vu aussi notre ami Lias Jubaili qui était avec nous. Lias Jubaili, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir Nasser, merci pour l'invitation et tous mes remerciements à vos invités et tous les téléspectateurs qui nous suivent de près et de loin. Merci à vous, merci. Je viens d'arriver, donc je suis
Merci. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Riyad Ouarab aussi qui est avec nous. Merci Riyad d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir, marhaba bikoum, bonsoir Nasser, bonsoir à toute l'équipe de Magharibia, à tous vos invités, à vos auditeurs. Merci beaucoup. Hamid Lelou, on va commencer avec vous cette émission. Qu'est-ce que vous en pensez de ce titre donc, de Al-Khabar qui titre bien sûr Al-Shabak. Je ne sais pas si nos amis de la régie peuvent juste nous mettre donc, le titre d'Al-Khabar. Al-Shabak الصهيوني يتحكم في الأمن الإماراتي أبو ظبي فتحت أبوابها لضباطه بصفة مستشارين. Comment peut-on lire ce genre de titre, Hamid Lelou? Pourquoi donc c'est la presse qui attaque les Émirats Arabes Unis? C'est pas la première fois. On a fait des émissions aussi il y a quelques semaines de là. On parlait aussi des mêmes attaques, de l'Khabar, de l'expression. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi donc ces attaques qui se multiplient, qui sont répétitives contre les Émirats Arabes Unis? Oui, en effet. Pourquoi ces attaques et pourquoi maintenant? Parce que pour ceux qui suivent l'actualité internationale, les Émirats Arabes Unis et Israël ont signé un accord très très important qu'on appelle Abraham's Accord en 2020, c'est-à-dire 3 ans. Il y a 3 ans, et je l'ai sous les yeux, il était signé ici à Washington le 15 septembre 2020 sous l'égide et la supervision du président Trump. Donc pourquoi ils n'ont rien dit ce jour-là? À titre d'information, cet accord est un accord très détaillé. Israël avait signé le même accord avec le Koweït, avec le Bahreïn, avec le Soudan, le Maroc. Avant ça, ils ont des accords avec la Jordanie, l'Égypte et même l'autorité palestinienne. Et qu'est-ce qui est de particulier par rapport à les États arabes unis? C'est l'accord le plus poussé. Si vous le lisez, moi je l'ai lu et relu plusieurs fois, c'est un accord qui a à peu près 7 pages, alors que les autres accords n'ont pas plus de 2 pages et demie, où il détaille tout cas de coopération entre les deux pays dans le cadre du commerce, des échanges commerciaux, technologiques, information, éducation, tourisme, liberté de mouvement des personnes et de la marchandise, et la coopération militaire. Donc cette information, c'est pas un scoop, elle y était. Donc les Émirats poussent cette coopération avec Israël le plus loin possible, même plus loin que les Égyptiens en 78-79, et parce qu'ils y voient leur intérêt. Pourquoi? Parce que d'ailleurs, les Émirats Arabes Unis et tous les pays arabes sans exception coopèrent avec Israël. Ils le faisaient pendant longtemps discrètement sous la table. Maintenant, ces pays qui ont signé ont décidé pour une raison ou pour une autre de le faire de manière ouverte parce qu'ils n'avaient plus le choix de le cacher, parce qu'ils ont subi la pression surtout des Américains. Les autres pays vont suivre. Et j'ai partagé une information avec vous qui n'est pas un scoop non plus, et je redirai ça à tout le monde. En 1994, l'Algérie a signé des accords stratégiques qu'on appelle la sous-stratégie de l'OTAN pour la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Cette stratégie, qu'est-ce qu'elle dit? L'Égypte, le Maroc, la Tunisie, la Mauritanie, la Jordanie ont signé un accord avec l'OTAN, un accord de coopération militaire. Et qui se sont ajoutés à ça? L'Algérie et Israël. C'est-à-dire que les officiers supérieurs de ce régime rencontrent des officiers supérieurs israéliens dans des conférences, dans des exercices, dans des coopérations, tout le temps. Et ils le cachent, ils ne le disent pas. Moi, je ne donne pas l'information comme ça. Allez-y sur le site officiel de l'OTAN, vous allez trouver l'information. Et pour finir cette introduction, l'Algérie se targue, ce régime se targue d'avoir des relations
militaire et échange d'informations avec l'armée américaine, mais on sait qu'il y a beaucoup d'Israéliens qui peuvent travailler sous uniforme américain sans aucun problème. D'ailleurs, l'article d'Al-Khabar dit que des sionistes ou israéliens qui travaillent au UAE sous couvert d'identité arabe, ils font pareil quand ils coopèrent avec l'armée américaine. Donc, les officiers mais la question qui se pose, Hamid Lello, c'est aussi qu'ils soient des Israéliens aussi. La question qui se pose, et là peut-être je vais donner l'opportunité à Lies ou Riyad de rebondir, c'est que ce pays, quand on parle d'un pays comme les Émirats arabes unis, c'est un pays souverain. Il a donc le droit d'avoir des relations avec qui il veut. Ces accords ont été signés avec ce pays. Pourquoi donc l'Algérie s'oppose, si on peut dire, et s'attaque directement aux Émirats arabes unis? Quand on voit ces articles, on voit aussi d'autres articles qui ont été publiés dans le passé. L'Algérie aussi, quand on parle de la position des Américains, les États-Unis soutiennent 2000%, quand pour dire c'est pas 100%, c'est 2000%. Israël, d'autres pays comme la France aussi, pourquoi l'Algérie s'attaque seulement aux Émirats arabes unis? Lies Dbeil. Tout d'abord, merci encore pour l'invitation. Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, Nasser. Chaque pays au monde, il est souverain. Chaque pays au monde est souverain de la prise de décision, aussi bien politique, économique et militaire. Ce qu'on appelle la souveraineté. La souveraineté, c'est un mot, il faut le décortiquer. Deuxièmement, l'Algérie, quand on parle, elle s'est déjà immiscée dans les affaires internes de certains pays, en l'occurrence l'Espagne, en lui reprochant d'avoir une vision, une approche plus marocaine, c'est-à-dire pour l'autonomie du Sahara occidental. Il y a eu des problèmes avec l'Espagne. L'Espagne, il faut savoir, c'est un pays démocratique au sein de l'Union européenne. Elle n'est pas à son deuxième coup, elle n'est pas à son troisième coup, elle est à son énième coup. Vous vous rappelez, le mardi 20 juin, si ma mémoire est bonne, Nahar, il disait qu'il accusait les Émirats arabes unis un truc d'espionnage. Et derrière cela, il y avait les services secrets israéliens, le Mossad. Et la soirée même, le ministère des Affaires étrangères, il a démenti l'expulsion de l'ambassadeur des Émirats arabes unis en Algérie. C'est quoi à répétition? Ça, c'est un échec sur le plan diplomatique. Israël, elle a signé un traité de paix en 79 avec l'Égypte, en 94 avec la Jordanie. C'est plus un traité de paix. Mais elle a le droit, et les pays ont le droit de signer avec Israël ce qu'on appelle des accords d'Abraham. C'est plus business, économique qu'autre chose. Il faut que nos amis le comprennent. C'est plus business qu'autre chose. Donc, pourquoi ça dérangerait l'Algérie que Israël et les Émirats arabes unis, je veux dire, traitent des accords entre eux ou établissent des relations commerciales? J'attire à ton attention que Israël a signé des accords d'Abraham aussi bien avec les Émirats arabes unis et le Bahreïn. Le Koweït, il n'a pas encore normalisé. L'Arabie saoudite, elle n'a pas encore normalisé. Et j'attire votre attention, mes chers amis, que MBS, il a dit que le conflit entre le Hamas, il n'a pas dit que le conflit entre le palestino-israélien ou israélo-palestinien, il a dit le conflit entre Israël et le Hamas ne met pas en cause un processus de normalisation sur le long terme. Regardez comment on fait de la diplomatie, comment on fait de la politique. Et maintenant, c'est un coup de bluff de plus des services secrets algériens, au lieu de se concentrer, c'est pour satisfaire la consommation à l'intérieur du pays, qu'on a des problèmes d'espionnage, que l'Algérie, elle est espionnée de part et d'autre, par les airs, par ceci. Mais tout le monde fait du commerce avec Israël. Tout le monde fait du commerce.
Il y a des œufs qui sont produits en Israël. Quand ils arrivent dans certains pays, ils changent d'appellation. Nous avons vu des avocats israéliens qui sont partout. Il ne faut pas mélanger. Le conflit israélo-palestinien, il n'est pas dommageable dans le cadre de la normalisation du process. Il faut le savoir que les pays du Golfe, en l'occurrence le Bahreïn et les Émirats arabes unis, qui ont signé ces accords d'Abraham, et après la suite, c'est le Koweït et l'Arabie saoudite et d'autres pays, ce conflit, il n'est pas dommageable, parce que c'est un conflit qui est temporaire, qui s'inscrit dans une durée bien déterminée, et après, ça va revenir, je veux dire, à l'état initial. C'est-à-dire que la diplomatie et le politique reprend ses droits. Pourquoi notre pays, à chaque fois, il se met, je veux dire, en activant un journal, que ce soit le Hayat en juin dernier, ou maintenant le Khabar, de dire attention, notre pays, il y a toujours Israël qui est derrière cela. Mais pourquoi pourrir nos relations avec les Émirats arabes unis? Que je sache qu'on a fait des accords commerciaux avec les Émirats arabes unis, que la production de la marque Mercedes, c'est des voitures militaires de transport de contingents. Ils sont financés. Restez avec nous, Elias. Restez avec nous, Elias. Riyad, je vais revenir à Riyad. Qu'est-ce que vous en pensez, Riyad? Surtout qu'il y avait une proximité du temps du feu Gaïd Salah. On se rappelle du temps du Hirak, Gaïd Salah s'est déplacé 2 fois aux Émirats arabes unis. Il y a beaucoup d'accords, surtout dans le cadre militaire avec les Émirats arabes unis. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi donc ces articles qui attaquent les Émirats arabes unis? Est-ce que c'est une façon de faire passer des messages? Est-ce que c'est une politique? Est-ce que c'est une diplomatie d'un clan contre un autre clan? Comment peut-on expliquer ces actes? Oui, je pense bien que c'est dans le cadre de la lutte de clans. En fait, il y a un clan qui est au pouvoir et qui essaye de faire marcher la candidature de Tebboune, et d'autres clans essayent de l'attaquer tout simplement pour essayer de le déstabiliser sur le plan de la diplomatie. Donc, toujours pour aller dans le sens de ce que disait Elias et de ce que vous venez de dire, Nasser, c'est Feu Lakhdar Bourga, paix à son âme, qui avait dit que Gaïd Salah était parti à 3 reprises aux Émirats. Il est parti faire à 3 reprises aux Émirats. En fait, la junte militaire a des intérêts avec les Émirats. C'est des intérêts personnels. Les généraux, ils ont des intérêts personnels là-bas. Ils ont investi dans le fonds d'investissement émirati. Ils ont des intérêts croisés dans certaines entreprises, même en Europe. Ils ont des biens immobiliers qu'ils ont achetés en Europe en commun. C'est des investissements croisés, en fait. Et bon, voilà, il y a un clan qui essaie on va dire, de déstabiliser l'autre clan en utilisant la diplomatie. Après, pour revenir, on se rappelle comment le système où le pouvoir avait coupé ou n'avait pas renouvelé le contrat de fourniture de gaz aux Espagnols, sous prétexte que l'Espagne avait soutenu le plan d'autonomie au Sahara occidental. Pourquoi elle ne ferait pas pareil maintenant? Pourquoi on ne réduirait pas la production de gaz ou de pétrole de 5%, justement, ce qui provoquerait une augmentation des prix et, je pense, c'est un instrument très important qu'on peut utiliser uniquement nous, sans se mettre d'accord avec les autres pays arabes, juste pour stopper cette agression barbare, ce génocide qui est en train d'être commis devant les yeux de toute la population mondiale. Et surtout que Riyad, pour apporter de l'eau à votre moulin, surtout que Abdelmajid Tebboune avait déclaré lors de cette conférence où la Ligue arabe, il avait déclaré que la question palestinienne, je m'en occupe. Ben voilà, on voit bien comment ils s'en occupent. Ils s'en occupent en disant, voilà, j'appelle
tous les avocats du monde à déposer plainte contre Israël. Réduisez la France, par exemple, elle soutient Israël. Beaucoup de pays, l'Union européenne soutient Israël. Réduisons notre production de gaz alors, tout simplement. Si on veut vraiment, soutenir Gaza et soutenir les Palestiniens, on n'a qu'à réduire la production de gaz et tout simplement, on va faire pression sur l'Union européenne pour qu'elle stoppe son soutien à cette entité sioniste qui est en train de commettre encore une fois un génocide au vu de tout le monde. Je pense que le régime algérien n'a pas cette possibilité, évidemment, et c'est un système valé. C'est exactement pareil pour tous les régimes arabes. Ils sont à la solde des Américains, des Européens. Ils ont les poings et mains liés. Ils ont pas. C'est des régimes illégitimes. C'est des régimes sur lesquels on détient des dossiers de corruption. Des dossiers de crimes contre l'humanité, c'est des systèmes valés tout simplement qui n'ont pas la liberté ni la possibilité de décider ou d'appliquer ce que leur peuple exige, le peuple algérien exige ou les peuples arabes exigent comme soutien à la cause palestinienne. On va vous laisser régler le téléphone, Riyad. On va juste vous faire passer donc cet article d'Al Khabar. On regarde cette petite vidéo et je reviens à mes invités juste après. Les nouvelles en provenance de la région du Golfe Persique, en particulier des Émirats arabes unis, indiquent que les autorités de ce pays se sont engagées dans une voie dangereuse, visant à compromettre la sécurité de la région et de la nation arabe, et à la placer sous l'emprise des agents des services de renseignement israéliens, Shin Bet et ses dirigeants, dans une démarche qui perpétue la persistance à nuire aux intérêts des peuples. Depuis le 7 octobre dernier, la région connaît un réveil sans précédent qui a brouillé les calculs des régimes normalisants avec Israël. Les informations indiquent que les autorités d'Abu Dhabi ont convenu avec les autorités d'occupation israéliennes en Palestine d'envoyer cet agent du service de sécurité de Shin Bet aux Émirats afin de les employer auprès du service de sécurité émirati, sous des noms émiratis, pour lever tout soupçon de leur vraie nationalité, et de ne pas susciter le mécontentement des citoyens et des vrais nationalistes. D'autres travailleront dans les ministères gouvernementaux, avec le statut de conseiller pour cacher la véritable nature de leurs opérations. Leur mission, d'après des sources bien informées, est de coopérer avec les autorités de sécurité des Émirats afin d'établir une politique, qui sert principalement la sécurité de l'entité israélienne, et de concentrer le travail de renseignement pour fournir une protection à la communauté israélienne qui y réside, et à faire face aux conséquences de la guerre sur Gaza. Notant qu'un nombre important de membres de la communauté israélienne résidant dans ce pays arabe occupent des postes élevés et sensibles. Des postes et des emplois dans des grandes entreprises et dans l'administration de l'État, en plus d'un nombre remarquable d'entrepreneurs, de dirigeants du secteur commercial et financier, car les Émirats arabes unis sont considérés comme un centre financier contrôlé par les lobbies sionistes, et y dominent les décisions économiques, financières et commerciales. Hamid Lellou, pourquoi Al Khabar a été autorisé à publier cet article alors que les services de sécurité normalement ils seront en charge de ce qui se passe par exemple en termes de sécurité qui touche la sécurité dans notre pays. Pourquoi donc ça a été étalé dans le journal Al Khabar? Pourquoi ça a été autorisé, mais aussi quelle diplomatie, quel sens pour notre diplomatie, mais quelle direction aussi qu'on donne à notre diplomatie en publiant donc des articles comme ça. Vous savez, la réponse à ça, elle est un petit peu dans l'article lui-même, mais il l'applique aux Émiratis. Si on lit l'article de près, ce qu'ils disent, ils disent que ces agents sionistes qui travaillent maintenant aux Émirats arabes unis, ils travaillent avec des prête-noms parce qu'il y a encore des shurafa, des gens nobles et propres aux Émirats arabes unis qui sont contre ces accords et qui n'accepteraient pas la présence de ces agents. C'est la même chose en Algérie. C'est pour ça que ça se fait en cachette. Pourquoi? Parce que même aux Émirats arabes, même dans n'importe quel régime,
il y a des courants discordants. Nous, on les appelle chez nous des clans, mais en fait, ce sont des courants qui obéissent à des pressions, à des dictats étrangers, particulièrement des services étrangers. Quand vous vous retrouvez dans cette situation, eh ben, vous vous retrouvez dans une situation de chantage. La même chose s'applique sur l'Algérie. Tous les gens, tous les services au niveau de l'Algérie ne sont pas d'accord avec la politique algérienne, la politique officielle, et ils utilisent la presse, ils utilisent la rumeur, ils utilisent l'information canalisée pour contrer la politique de l'un ou de l'autre. Alors, des fois, il y a certains clans qui sont en force et qui imposent. Vos invités, Seriad et Silias, ont mentionné les visites répétées de, comment il s'appelle, Gaïd Salah. Et aussi, on voit beaucoup d'intérêt économique, financier de beaucoup d'entreprises algériennes qui sont en fait des entreprises écrans pour le service de certains généraux corrompus. On ne va pas mettre tout le monde dans le même sac. Et j'ai même dit dans une émission que l'Algérie, en tant que gouvernement, pourrait acheter des actions dans d'autres pays, y compris aux Émirats arabes unis, puisque les Émirats arabes unis est devenu un hub, comme on dit, international dans la finance internationale. Alors, dans ce cas-là, effectivement, il y a cette compétition entre les différents courants en Algérie, et ce n'est pas la première fois. Et c'est pour ça qu'on n'a pas arrêté Al-Khabar, c'est pour ça qu'on n'a pas dissous le groupe Al-Khabar, parce que c'est un groupe qui est supporté par une autre partie du régime. Autrement, si cette partie était trop faible, l'autre partie aurait pris le dessus et il l'aurait éliminé. Donc, effectivement, il y a cette compétition, cette bataille, ça va continuer jusqu'à ce que la roue tourne, comme on dit. Et encore pour finir ma synthèse ici, Tebboune, c'est quelqu'un de banal, c'est pas lui le plus important, mais c'est un agent qui a été mis ici par le clan de Gaïd Salah. Gaïd Salah, on connaît sa fin dramatique, ils disent crise cardiaque, mais on suppose que c'est plus que ça. Et le clan qui est en train de prendre le dessus est en train d'affaiblir ce qui se fait de manière officielle en Algérie. Jusqu'à quand? Qui prendra le dessus? Eh bien, l'avenir prochain nous le dira. Très bien. Ilyas Jubaili, je vais revenir à vous. Avant de vous donner la parole, on va écouter le Premier ministre, l'Arbaoui, qui a parlé donc de la Palestine, de ce qui se passe, mais aussi de la position des pays occidentaux. On l'écoute. حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الغاشم الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مواجهة هذه الجرائم تقف مع الأسف المنظومة الدولية عاجزة على فرض احترام حقوق الإنسان، ومع كل قصف وضرب يوجهه جيش الاحتلال لقطاع غزة تسقط قيم ومبادئ القانون الدولي الإنساني. لذلك تفضل السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بمناسبة افتتاح السنة القضائية جميع أحرار العالم والضمائر الحية والخبراء القانونيين والمنظمات والهيئات الحقوقية لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان ضد الكيان الإسرائيلي بسبب ما يرتكبه من جرائم ضد الفلسطينيين العزل لا سيما في قطاع غزة. Nadir Al-Arbaoui, Premier ministre algérien, Ilyas Jubaili, est-ce qu'il a un point quand il dit que les valeurs humaines, il parle des valeurs humaines, il parle aussi des droits, des libertés par rapport au peuple palestinien, la cause palestinienne, mais aussi est-ce qu'il est en bonne position pour parler de ça, sachant ce qui se passe à l'intérieur de notre pays?
En fait, sur un point, moi personnellement, Nasser, je le rejoins parce que les démocraties occidentales, elles deviennent malades quasiment. Elles ont mis de côté les valeurs universelles de démocratie, de liberté, surtout de justice. Et quasiment, on est dans une phase de déni. Quand on voit le peuple palestinien qui souffre et qui souffre depuis 75 ans, on se demande où est le droit. À quoi ça a servi la création des Nations Unies? C'est pour restaurer la paix et de donner le droit à tous les peuples. Et c'est ça, après 4 ans de souffrance mondiale, un conflit armé qui a généré entre 50 et 60 millions, de victimes. Et là, je le rejoins. Il n'y a pas que moi, je ne suis pas le seul qui le rejoint. Tous les peuples du monde. Toutes les populations, qu'elles soient même en France, même aux États-Unis, nous avons vu qu'il y a des forces il y a des forces juives libres qui commencent un petit peu à se manifester, de dire il y en a marre. Tout ce que vous faites en Palestine, c'est à l'encontre de la foi juive. Et tout ce que vous faites, c'est barbare, c'est une tyrannie, c'est au-delà de la barbarie. C'est un deuxième holocauste qui se produit devant nous. Ça, c'est la réalité. Là, on joue à Béa, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais maintenant, qui se permet derrière cette tribune de diligenter et d'haranguer ce genre de discours? C'est M. Al-Arbaoui. Est-ce que notre pays, est-ce qu'il sait ce qui se passe dans notre pays? Est-ce que quasiment un pays qui est en faillite? Est-ce que quand on parle d'une publication, on se retrouve en prison? Et c'est ça la réalité. C'est-à-dire, on n'est pas si blanc que ça pour se permettre. La preuve, Nasser, la visite d'Erdogan, c'est pas une visite d'État, c'est pas une visite politique. Il est venu en tant que délégué commercial pour renflouer un peu d'argent et pour relancer un peu les entreprises turques. C'est-à-dire, il sait que l'Algérie est un pays déversoir, mais qu'un chmouchkoul, 2020, il y a de l'argent parce que le pétrole est en augmentation suite à ces deux conflits russo-ukrainiens et israélo-palestiniens. Donc, l'Algérie, elle profite, il y a des rentrées d'argent, forcément, il vient en tant que délégué commercial, en tant que VRP pour la Turquie. Il ne vient pas pour traiter, pour positionner l'Algérie et de lui donner une force sur le plan politique. L'Algérie, elle n'a pas de poids politique. Qui travaille avec l'Algérie sur le plan politique? Personne n'a ça. Personne. Et je le dis, et ça me fait mal de dire que notre pays, qui a vu naître des grands ministres comme Ben Siddiq Ben Yahya, grâce à cet homme et toute une équipe qui a permis de libérer les otages américains en Iran, ça c'était la grande diplomatie algérienne dans 100 ans. Maintenant, on voit rien, il n'y a rien. C'est des échecs. La lutte contre la corruption est un échec, la lutte pour restaurer l'économie est un échec, la lutte sur la voie diplomatique est un échec. Nous avons des problèmes avec la France, nous avons des problèmes avec le Maroc, nous avons des problèmes avec certains pays du Golfe. Mais quand vous parlez des Émirats Arabes Unis, il vient de le dire très justement, Riyad. On a vu la visite de Gaïd Saad, Allah yarhamou, aux Émirats Arabes Unis. Que je sache, il y a ce qu'on appelle une joint-venture entre l'Algérie et les Émirats Arabes Unis, avec des financements des Émiratis pour produire les voitures Mercedes à vocation militaire. Et les ports de Gige et certains ports algériens, ils sont gérés par qui? Par une boîte, mais derrière, c'est les Émiratis. Pardon. Très bien. Restez avec nous, Lias Djbaili. Comme ça, vous aurez le temps de régler votre téléphone. Riyad Ouarab, on va revenir donc à ces déclarations du Premier ministre algérien qui parle bien sûr des valeurs humaines, des valeurs des libertés, les droits aussi du peuple palestinien. Il attaque le monde occidental par rapport à ses positions. Est-ce que l'Arbaoui, le pouvoir algérien, est légitime de parler de ces valeurs? Là, on arrive à 300 détenus d'opinion. Plus de 8000 personnes sont poursuivies en justice. Aussi, il faut le dire, plus de 160 détenus des années 90 qui sont en prison
depuis plus de 30 ans. Des détenus d'opinion, il y a des personnes âgées, il y a des jeunes, il y a des étudiants, il y a des journalistes. Alors parler des droits de l'homme, c'est un peu, c'est tiré par les cheveux. Pour moi, ou bien ce Premier ministre est mal informé puisqu'il a passé toute sa vie à l'extérieur du pays, ou alors c'est en connaissance de cause. Voilà, il y a des... je me rappelle toujours du cas de Yasser Louibeh, un étudiant qui est en prison à cause de publications sur Facebook ou d'avoir participé aussi à des manifestations pacifiques. Il y a une personne âgée qui se trouve en prison à Adrar, handicapée, juste parce qu'il avait fait une vidéo devant un hôpital à Adrar pour dénoncer le hagra dans cet hôpital. Il avait emmené son épouse pour être soignée. Elle a été piquée par un scorpion. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? En fait, la voix de l'Algérie n'est pas entendue, n'est pas respectée, parce que tout simplement, le régime en place est illégitime. Les gens qui sont en place, les gens qui dirigent actuellement notre pays, sont des gens qui traînent des casseroles et pas des moindres. C'est des crimes contre l'humanité qu'ils ont commis durant les années 90, des dossiers de corruption. Donc, ils sont tout simplement pas respectés à l'extérieur. Les pays qui ont des intérêts avec notre pays, les entités qui ont des intérêts avec notre pays, savent que ce régime est illégitime, savent que les gens qui dirigent notre pays, c'est des gens corrompus, c'est des gens à qui on ne peut pas faire confiance. Ce système est un danger pour notre pays parce que, comme vous le voyez depuis déjà une dizaine d'années, même avant le Hirak, notre pays a perdu son aura. Notre diplomatie n'est plus à la hauteur de notre pays à cause de ce régime. Donc voilà, parler de droits de l'homme pour ce Premier ministre, donner des leçons, pour moi c'est complètement incroyable. C'est incroyable, tout simplement. Ces gens-là devraient réfléchir un peu à ce qu'ils font. Ils sont en train de se tirer une balle dans la tête et dans le pied aussi. Et ils sont en train de mettre notre pays dans une situation de faiblesse totale. On ne peut plus agir à cause d'eux parce qu'ils sont là et voilà. Très bien, restez avec nous. Riyad Ouarab. Hamid Lellou, quand on parle de la situation que traverse notre pays, du constat que vous êtes en train de faire, de la situation de la diplomatie dans notre pays, mais aussi des échecs dans d'autres domaines, quand on entend parler d'un éventuel deuxième mandat, qu'est-ce que ça veut dire en termes de perspective pour notre pays? Vous savez, plusieurs fois, vous m'avez posé cette question et je vous ai dit que les élections en Algérie sont décidées en coulisses. Maintenant, on ne sait pas qui va être président. Ce n'est pas parce que c'est un mystère. C'est juste que le régime est fait de cette manière. Je pense qu'avec Hichem, on a discuté de ça. La boîte du Pandore du régime, ils vont sortir quelqu'un. Personne ne s'attendait à Chadli, personne ne s'attendait à Zerwal, personne ne s'attendait à Bouteflika, personne ne s'attendait à personne. Ça veut dire pour vous, Tebboune n'est pas garanti pour un deuxième mandat. C'est ce que vous êtes en train de dire. Je dis que tout est possible. Je dis que tout est possible et que le jeu de l'élection se décide dans un cercle fermé entre personnes de courants différents. Et souvent, c'est un système mafieux. Souvent, ils proposent quelqu'un de docile, quelqu'un de plus faible. Le problème avec ce qu'ils ont rencontré comme problème avec Tebboune, il est tellement docile qu'il se fait manipuler par tout le monde. C'est pour ça qu'il y a eu ces casse-coups diplomatiques, c'est pour ça qu'il y a eu ces indécisions, ces faux pas, ces catastrophes
diplomatique parce que, à mon avis, à chaque fois qu'ils se sont mis d'accord sur quelque chose, quelqu'un d'autre était venu derrière pour faire changer les choses. Pourquoi? Parce que Tebboune, c'était bien, c'est le plus faible, d'ailleurs, c'est le plus corrompu, donc c'est le plus vulnérable, donc c'est quelqu'un qu'ils peuvent contrôler, mais il est un peu trop vulnérable. Et c'est pour ça que peut-être qu'ils sont en train de revoir leur formule et de dire peut-être qu'on va le changer. Mais je ne sais pas, c'est du 50-50, je ne sais pas. Ils vont faire, ou bien ils vont le garder, ils vont dire voilà, c'est la continuité, c'est le changement dans la continuité ou la continuité dans le changement, ou bien ils vont l'enlever, ils vont dire ah, vous voyez, maintenant c'est la nouvelle Algérie, il y a aussi l'alternance politique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rester président à vie. Donc, ça se décidera en coulisses et le jour où les gens voteront, ça c'est pas le plus important. Et si vous me permettez, Sénassal, moi j'ajouterai un commentaire par rapport à la question d'avant. La diplomatie, vous savez, c'est deux choses. Il y a le fond et la forme. Bon, le fond, ils sont pour la Palestine, tout le monde dit ça, mais la forme. Moi, je pose la question. Est-ce que cette Algérie officielle est allée se plaindre au niveau des Nations Unies de manière officielle et déposer un dossier contre l'État sioniste? Est-ce qu'ils ont adressé une plainte au niveau du tribunal international criminel? Troisièmement, est-ce qu'ils ont appelé les ambassadeurs de la communauté européenne établis à Alger pour leur faire une sommation? Est-ce qu'ils ont convoqué l'ambassadeur des États-Unis à Alger pour faire une sommation? Est-ce qu'ils ont fait tout ça? Ils n'ont rien fait de tout ça. Donc, pour parler dans des réunions closes où on met une caméra pendant 5 minutes pour dire voilà, on parle de la Palestine et après, il n'y a rien qui sort de là, rien d'officiel, rien d'écrit. Donc, ça devient caduque. Donc, cette diplomatie, encore une fois, c'est vraiment une diplomatie casse-pied, quoi. C'est tout simple. Très bien. Donc, mais aussi, Hamid Lelou, vous avez parlé donc de la Cour pénale internationale et d'après donc le procureur général, il dit qu'on a reçu donc une plainte de l'Afrique du Sud, du Bangladesh, de la Bolivie et des îles Comores et de Djibouti. Aucun pays, pas d'Algérie. Donc, Elias, si vous voulez rebondir très rapidement. C'est ça le problème, c'est que comme Elias, il a aussi mentionné ça, l'Algérie, malheureusement, c'est malheureux de dire ça, l'Algérie des 1,5 million de chouhada, l'Algérie d'aujourd'hui qui ont confisqué cette indépendance, n'a pas les moyens de sa politique extérieure. Il parle pour ne rien faire et pour ne rien dire. Parce que quand il s'agit de faire des choses concrètement et de déposer des plaintes, ils ne l'ont jamais fait. Jamais fait. Et un point, et je passerai le mot aux autres, quand ils ont soi-disant aidé à créer cet État palestinien en 1984, c'est un État qui a été créé pour travailler pour les sionistes. Parce qu'il faut dire que cette autorité palestinienne, c'est elle qui tue des Palestiniens pour assurer la sécurité des colons israéliens aux abords de la Cisjordanie. Donc l'argent qu'on donne à cette entité palestinienne, on le donne en fait à Israël puisque l'argent passe par la Banque centrale d'Israël. Voilà. Très bien. Merci. Restez avec nous, Hamid Lelou. Elias Jubaili, j'aimerais avoir votre aperçu, moi aussi, il ne nous reste pas beaucoup de temps, très rapidement sur ces questions. Comment vous voyez les perspectives en Algérie face à une situation, bien sûr, vous avez parlé de la situation de notre diplomatie, mais aussi dans d'autres secteurs. Comment vous voyez les choses? Est-ce que vous pensez qu'on pourra aller à un deuxième mandat et qu'est-ce que cela veut dire pour l'avenir de notre pays? Très rapidement, Elias Jubaili. Très rapidement, juste, c'est pas pour faire de la promotion, parce que Alternative, j'ai moi-même qui vais l'animer le mercredi prochain. Justement, on a une émission concernant le duo Tebboune-Arbaoui, un duo est-il sur la route pour le deuxième mandat présidentiel? Moi, j'aime bien les analyses de Hamid qui sont pertinentes, mais sur ce point-là, je ne partage pas. Je pense que le mandat présidentiel, le deuxième mandat présidentiel de Tebboune est déjà plié.
pour une raison très simple, parce qu'il y a un dispositif qui est mis en place, on va dire un quatuor, Tebboune, Boualem, Shingriha et Arbaoui, donc qui travaille dans l'ombre pour lui assurer sa réélection. C'est vrai, l'armée, est-ce qu'elle peut décider à tout moment de faire, de démettre ou de faire revenir quelqu'un et nous le sortir d'un autre chapeau? Je pense que l'armée, le haut commandement militaire va accepter son deuxième mandat jusqu'à 2027. Mais voilà, donc ils ne veulent pas la bouteflikisation du pouvoir algérien, ça c'est sûr, mais ils veulent, entre guillemets, dans le cadre de la stabilité de l'Algérie, enfin pour eux, pas pour nous, c'est normal, de lui assurer sa réélection jusqu'en 2027, jusqu'à ce que le monde, jusqu'à ce qu'il y aura des choses qui vont se dégager sur le long terme. Pour moi, est plié. Quasiment il est plié. La preuve, Rdiri, il aurait pu, Rdiri, toujours incarcéré. Alors, c'est l'homme le plus intègre, et je le dis avec force et conviction, c'est l'homme le plus intègre qu'a formé l'armée nationale algérienne, homme intègre, docteur en sciences politiques, un trilin, quadrilin, quelqu'un de, comme on dit chez nous, de bonne famille, qui n'a pas de casserole derrière. Il a purgé sa peine, il est toujours en prison. Malgré mais moi je reste du côté du droit, et toute personne qui est réprimée par ce pouvoir, moi je le dénoncerai. Le deuxième mandat de Tebboune, il est quasi plié, sauf cas exceptionnel, et ça m'étonnerait. Quasi plié, est-ce que le peuple acceptera, Ilyas Jubail? Vous savez, on m'a fait la remarque, le peuple, déjà, je salue le peuple algérien, parce qu'en 4 ans de Hirak, le Hirak qui n'est pas mort, le Hirak qui est une idée, on la perpétue d'une manière ou d'une autre. Certes, c'est une action qui n'a pas abouti, mais le Hirak, il va rebondir, il va se relancer forcément. Le peuple, il n'est pas dupe. Le peuple sait que tout est instrumentalisé. La maturité politique a déjà atteint dans les consciences du peuple algérien à partir de 22 février 2019. Certes, le régime, il a utilisé tous les relais pour un petit peu, nous mettre un peu en position défavorable, mais le peuple ne va pas accepter. Maintenant, la question que tu m'as posée, Nasser, pour moi, la question, elle est pliée, sauf cas exceptionnel, malgré les promesses qui n'ont pas été tenues. Merci, Ilyas. Riyad Ouarab, le mot de la fin, je vous laisse, Riyad, très rapidement. Qu'est-ce que vous en pensez? Et y aura-t-il un deuxième mandat? La lutte clanique qu'on est en train d'observer. Hier, on a parlé de ce procès du fils d'Ali Ben Felice, l'ancien Premier ministre ou chef de gouvernement. Qu'est-ce que vous en pensez très rapidement, Riyad Ouarab? Moi, je pense que le régime n'a jamais été aussi faible que maintenant. Il a perdu toute crédibilité au niveau international. Alors là, au niveau national, le peuple algérien l'a vomi, il l'a dit tout au long des manifestations du Hirak, que ce soit avant les élections du 12-12 ou après. Ce personnage qui est à la tête de notre pays a été désigné par l'armée. La junte militaire a perdu toute crédibilité. Elle devrait, avec tous les crimes qu'elle avait commis durant les années 90, elle devrait s'excuser, remettre le pouvoir au peuple et se mettre à la disposition de la justice algérienne. Moi, je crois dur comme fer que l'acteur principal sera le peuple algérien. Ce régime va imploser et le coup de grâce viendra du peuple algérien. Pacifiquement, la lutte du peuple algérien pour instaurer une vraie démocratie chez nous est un combat légitime, est un devoir pour tous les Algériens. Voilà, pour moi, ce régime, dans sa globalité, est arrivé, sa date de péremption, elle est déjà dépassée de très très loin. Et il faut agir, tous autant qu'on est, tous les Algériens, où qu'ils se trouvent, il faut agir pour un vrai changement, un changement radical, pacifique, qui emmènera notre pays vers une vraie démocratie.
Merci beaucoup, Riyad Ouarab. Je rappelle, vous êtes militant politique, vous étiez avec nous depuis Paris via Skype. Merci à vous, Elias Djbaili, ingénieur, économiste, militant politique. Vous étiez avec nous depuis Paris aussi via Skype. Merci à Hamid Lello, directeur for Run for Democracy en Algérie. Vous étiez avec nous depuis Washington. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Ya'atikum saha.